Nous n'avons tué aucun civil. Vous ne savez pas comment sont morts ces gens. Un conflit armé, une bataille informationnelle. On est là dans une guerre de communication Hamas versus Israël. Une guerre de communication entre deux camps où les faits sont constamment réécrits. En caricaturant, on pourrait dire que plus rien n'est vrai. Une vérité malmenée également sur les réseaux sociaux, champ de bataille de cette guerre de propagande où les intox sont utilisés comme des armes pour manipuler et déstabiliser. Sur la rapidité de la circulation des fausses informations, c'est un conflit qui est un peu à part. Entre négation de crimes de masse, il y a beaucoup de propagande sur les événements du 7 octobre. Remise en cause des victimes de bombardements. Bienvenue à Pallywood, la propagande palestinienne mise en scène. On vous raconte la désinformation qui se répand dans le monde entier sur le conflit entre Israël et le Hamas. Allahu Akbar! Ces vidéos du 7 octobre sont le point de départ d'une guerre des images. Ici, on voit les hommes du Hamas abattant froidement ceux qui croisent leur route. Des participants de festivals, des habitants de kibbutz. Des exactions filmées parfois par les assaillants eux-mêmes grâce à des caméras embarquées et diffusées quasiment en direct sur la messagerie cryptée Telegram. Quand on a un groupe terroriste qui utilise des images qui ont pour but de terrifier la population, il y a deux choses. Il y a le fait de montrer aussi sa force, d'une certaine manière, et sa puissance. Et de l'autre côté, il y a aussi le fait de susciter une réaction d'émotion. Ce jour-là, 1200 personnes trouvent la mort, dont une majorité de civils, y compris des enfants. Plus de 200 sont enlevés par les hommes du Hamas. Et tout de suite, malgré les preuves, malgré les images diffusées pourtant par le Hamas lui-même, les crimes sont niés. Pas question de parler de massacre, ni même de meurtre de civils. Pour le chef des relations extérieures du groupe terroriste, ce récit des événements est un mensonge. Je pense que personne ne peut confirmer ces informations. Nous savons ce qu'il s'est passé. Vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas eu de civils morts? Nous n'avons tué aucun civil. Aucun civil tué, une vérité parallèle se met en place. On a un groupe terroriste qui est reconnu comme tel par la communauté internationale et qui pourtant va construire un récit ou porter un discours, qui est un discours de légitimation et qui voudrait dire que finalement le Hamas respecterait des règles de droit international qui sont celles donc de ne pas s'attaquer à des civils, ce qui n'est pas le cas, mais qui est commenté comme tel. Cette rhétorique du Hamas va se retrouver portée par tout un mouvement de réécriture des événements du 7 octobre qui va se diffuser en ligne, notamment sur les réseaux sociaux. Selon de nombreux comptes pro-palestiniens, ce ne sont pas les hommes du Hamas qui ont tué la plupart des participants au festival Nova, mais l'armée israélienne elle-même. Israël admet que des hélicoptères Apache ont tiré sur ses propres civils fuyant le festival de musique Supernova. Il y a une vidéo qui a été sortie de son contexte, donc on voit des hélicoptères frapper des cibles au sol. Et cette vidéo a été utilisée pour dire que l'essentiel, si ce n'est la totalité des victimes de ce festival de musique, l'ont été à cause de frappes israéliennes. Évidemment, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Car cette vidéo se déroule bien plus au nord du festival, à la frontière avec la bande de Gaza, comme l'a montré le groupe Dio Confirmed. Ici, ce sont des assaillants du Hamas qui sont visés. Toutefois, selon plusieurs médias israéliens, ces tirs ont pu faire des victimes collatérales sans que cela soit formellement prouvé pour le moment. Le Hamas va alors se servir de cette vidéo pour nier ces crimes, pourtant largement documentés. Les 1400 personnes tuées, y compris les 200 Palestiniens, ont été tuées par des avions israéliens qui ont attaqué aveuglément le festival de musique. Vous dites que des avions israéliens ont tué tous ces jeunes participants de ce festival de musique? Oui.
Du côté d'Israël, au lendemain du 7 octobre, et avant même la réplique militaire, une offensive médiatique se met en place. L'État hébreu s'en remet à sa doctrine de communication, la Hasbara. La Hasbara, c'est un terme hébreu qui vient donc du verbe lahasbir, expliquer, et qui est ancré dans l'idée que pour contrer les critiques d'Israël, il ne s'agit pas de changer les actions d'Israël, mais il s'agit d'expliquer pourquoi Israël fait ses actions. Israël diffuse par exemple un spot publicitaire qui s'affiche avant des jeux en ligne ou des vidéos YouTube. C'est une guerre et Israël prendra toutes les mesures nécessaires contre ces terroristes barbares. Des vidéos vues plus d'1 milliard de fois sur YouTube, selon la plateforme d'analyse américaine SEMrush. Tout ce qui est vidéos qui ont été diffusées sur les jeux en ligne comme par exemple Candy Crush ou sur des réseaux comme YouTube avec ce hashtag Stand With Us, c'est-à-dire soutenez-nous, qui vise donc à susciter l'adhésion de l'opinion internationale à la cause de la défense et la légitime défense d'Israël et également à susciter une identification de ces audiences envers les Israéliens. Ici, c'est la communication classique de l'État hébreu. Mais sur les réseaux pro-israéliens, des intox ne vont pas tarder à émerger. Exemple avec cette vidéo devenue virale au lendemain de l'attaque du Hamas. On y voit des enfants dans des cages présentés comme des otages. La vidéo est partagée par des profils très différents dans le monde entier. Par exemple ici, par la présidente du parti d'extrême droite, Britain First. Des enfants israéliens kidnappés et gardés dans des cages par le Hamas. C'est barbare, mais qu'attendez-vous de ces sauvages? Le problème, c'est que cette vidéo, supprimée depuis, a initialement été postée sur TikTok avant l'attaque du 7 octobre. On ne connaît pas précisément le contexte autour de ces images, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agit pas d'enfants pris en otage par le Hamas. Mais trop tard, l'intox a largement été diffusé et devient même un élément du narratif de l'armée israélienne. Sur BFM TV, le porte-parole de Tsahal, Olivier Rafovitz, y fait allusion. Ils ont même aujourd'hui exhibé des enfants de 4 ou 5 ans dans des cages sur la place de Gaza. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là, elles circulent sur les réseaux sociaux. L'image des enfants sera constamment utilisée dans ce conflit. Côté palestinien, les images de jeunes victimes de bombardements sont largement relayées. Ici, c'est un jeune garçon présenté comme portant son petit frère dans un linceul, une vidéo postée par l'agence de presse du Hamas. Israël, de son côté, insiste sur le sort des jeunes otages. Dans cette vidéo, ce sont des enfants qui, eux-mêmes, appellent à la libération de leurs camarades prisonniers. La figure de l'enfant, elle renvoie à la vulnérabilité des individus. Et donc, c'est vraiment l'image du faible par rapport au fort. Et du coup, ça résonne dans tout à chacun. C'est pour ça que l'image de l'enfant, elle est instrumentalisée dans les conflits pour gagner cette bataille de la légitimité. Allahu Akbar ! Mais là encore, les faits sont constamment remis en question. Exemple, avec l'affaire des 40 bébés décapités de Kfar Aza, un kibboutz visé par le Hamas le 7 octobre. Des dizaines de civils y sont tués, hommes, femmes et enfants. Quelques jours après cette tuerie, l'armée israélienne emmène des médias sur place. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille. C'est un massacre, un acte terroriste. Une journaliste de la chaîne I24 News évoque dans un duplex une nouvelle information, ajoutant du macabre à l'insoutenable. L'affaire des 40 bébés morts et ou décapités du kibboutz de Kfar Aza, ça commence en fait effectivement par un duplex, un live sur la chaîne I24 News, qui est une chaîne franco-israélienne d'information en continu, un live anglophone en l'occurrence, où une journaliste raconte à l'antenne, en direct, une fois de plus, que un ou plusieurs soldats lui ont raconté qu'il y avait eu plus de 40 bébés tués, dont certains décapités. Ce chiffre fait le tour du monde. On le retrouve dans des médias et sur le compte officiel de l'État d'Israël. Même le président américain Joe Biden fait allusion à cet événement. Je n'aurais jamais pensé voir des photos authentifiées de terroristes décapitant des enfants.
Il sera démenti par la Maison-Blanche quelques heures plus tard. Car ce chiffre, 40 bébés décapités dans ce kibboutz, n'a pas de source précise. Assez vite, on s'est rendu compte que personne ne confirmait ce chiffre. Et depuis, on a pu établir que ce chiffre n'était pas compatible avec le bilan tel qu'on le connaît aujourd'hui des victimes de Kfar Aza, puisqu'on est autour de 56 victimes à date. Alors évidemment, c'est des bilans qui sont toujours en train d'évoluer, mais à date, on est autour de ça, et qu'il n'y aurait pas de bébés morts sur ce kibboutz, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Le Hamas va utiliser les imprécisions de la presse sur Kfar Aza pour entrer dans un récit négationniste du 7 octobre. Dans un communiqué relayé par la chaîne Al Jazeera, le groupe terroriste déclare ne pas cibler les enfants et appelle à ne pas rallier aveuglément le récit sioniste qui serait plein de mensonges et de calomnies. Un récit révisionniste qui va trouver un nouvel élan lorsque le journal israélien Haaretz commence à publier la liste des victimes du 7 octobre. Sur les réseaux apparaissent alors ce genre de messages. Aucun bébé n'a été tué par le Hamas. La preuve. Un tweet vu plus de 2 millions de fois. Pourtant, dans la liste publiée par Haaretz, figure un bébé de 10 mois, Mila, tué dans le kibboutz de Be'eri avec son père et sa grand-mère. Surtout, cette liste comprend plusieurs enfants très jeunes, comme Omer, 4 ans, et ses 2 sœurs de 6 ans, ou encore Ethan, 5 ans, abattu avec toute sa famille par les hommes du Hamas. Tous ces mensonges, toute cette propagande, fait immédiatement le tour du monde. Car le conflit israélo-palestinien déchaîne les passions depuis des décennies. Et dans ce bain d'émotions, la désinformation prospère, boostée par les réseaux sociaux, où de nouvelles figures émergent. Ce qui est aussi intéressant, c'est que justement, il y a des influenceurs qui ne sont pas des spécialistes des conflits, qui ne sont pas des experts militaires, qui se saisissent du conflit israélo-palestinien pour relayer des contenus et qui, du coup, émettent des opinions et sont des leaders d'opinion puisqu'ils sont suivis par des millions de personnes. Parmi ces leaders d'opinion, il y a Jackson Hinkle, un Américain de 24 ans, suivi par plus de 2 millions de personnes sur X, ex-Twitter. L'homme est un fervent défenseur de Donald Trump, Bachar el-Assad et Vladimir Poutine. J'espère que la Russie et Poutine vont récupérer chaque centimètre de l'Ukraine, qu'ils prennent tout et la libèrent de tous les nazis. Et depuis le 7 octobre, Jackson Hinkle est devenu un farouche opposant à Israël. Israël est un État terroriste. Il enchaîne les intox pour minimiser les crimes du Hamas. Nombre de personnes abattues par le Hamas, moins de 100. Ils se servent de l'attention qui est portée à ce conflit pour nourrir leur propre chambre d'écho et leur propre écosystème de propagande. Et c'est pas une stratégie inefficace, puisque en termes de volume, en fait, de tweets et de suivi, eh bien, ce type d'influenceurs occupe largement le terrain, de ce nouveau terrain médiatique. Le succès est même spectaculaire. Selon le laboratoire de surveillance d'activités en ligne InfoEpilab, Jackson Hinkle est devenu l'influenceur numéro 1 sur le conflit en cours. Et son aura dépasse largement les frontières américaines. En France, ces messages sont relayés par des soutiens déclarés de la France insoumise, mais aussi par des utilisateurs d'extrême droite antisémites, des militants anti-vax et même des comptes très suivis par les amateurs de football. Alors, que réunit tous ces soutiens hétéroclites ? Le premier point, c'est d'être d'abord antisémite. Donc ça revient. Après, on peut avoir une fascination pour des régimes autoritaires. Cette fascination peut varier. Dans le cas de l'influenceur que vous citez, avant, il était fasciné par Netanyahou, maintenant par Bachar el-Assad. La popularité de Jackson Hinkle et le succès de cette désinformation sont exacerbés par le fonctionnement de X, ex-Twitter. Il y a une modération qui est aujourd'hui à minima, voire inexistante sur certains sujets sur cette plateforme, depuis notamment le rachat de Twitter par Elon Musk, ce qui n'était pas le cas auparavant sur les précédents conflits. Le réseau social est en effet passé sur un modèle payant. Pour avoir de la visibilité, il faut payer et acheter la fameuse petite pastille bleue. Les désinformateurs du monde entier ont saisi cette opportunité pour propager leurs intox. D'après la société NewsGuard, spécialisée dans l'analyse de l'information en ligne, les comptes vérifiés sur X produisent les 3/4 des fausses informations les plus virales sur la plateforme concernant le conflit Israël-Hamas. Mais les conséquences de cette désinformation ne se limitent pas aux réseaux sociaux. L'explosion d'un hôpital à Gaza va en être un exemple frappant.
Le 17 octobre, peu avant 19h, le parking de l'hôpital Al-Ali est touché. Le Hamas, par le biais de son agence de presse, accuse immédiatement l'État hébreu. Israël a bombardé l'hôpital Al-Ali arabe. Et c'est le ministère de la Santé du Hamas qui fournit les premiers chiffres. Selon le ministère de la Santé, qui est la seule source, au fond, dans la bande de Gaza, nous dit qu'un bombardement israélien a frappé l'hôpital Al-Ali. Et cet hôpital était bondé. Et là, on parle d'un bilan qui est entre 500 et 1000 morts. Tout ça est repris en boucle. D'abord sur les réseaux sociaux, ensuite par les médias traditionnels. Et les médias les plus respectables ont donné l'information. Mais quelques heures après l'explosion, Israël nie toute responsabilité et accuse le camp adverse. Les renseignements dont nous disposons indiquent que le djihad islamique est responsable du tir de roquettes raté qui a eu lieu sur l'hôpital à Gaza. Deux camps, deux récits qui s'affrontent. À cela vont s'ajouter une multitude de fausses informations pour soutenir chaque version. Très vite, il y a eu par exemple une fausse revendication sur une fausse page Facebook de la part de l'armée israélienne qui aurait revendiqué cette frappe, ce qui était faux. Il y a eu aussi des comptes Twitter qui ont fait croire qu'ils étaient des experts en analyse d'images et en tactique militaire, alors que ce n'était pas du tout le cas. Parmi ces pseudo-experts, Jackson Hinkle, toujours lui, explique avoir la preuve qu'Israël a bien bombardé l'hôpital en se basant sur le son de l'explosion. On ne peut en réalité rien déduire de ce son, mais ce message est vu plus de 8 millions de fois. Au milieu de cette nuée d'intox et des versions du Hamas et d'Israël, entrent en jeu les analystes militaires. Grâce aux images récoltées après l'explosion, des indices apparaissent. Taille du cratère au centre de l'impact, ampleur des dégâts dus au souffle de l'explosion, autant de détails qui permettent de réduire les hypothèses. Les éléments les plus probants qu'on a sur cette explosion, c'est justement les photos au sol du cratère, qui n'est vraisemblablement pas compatible avec une frappe aérienne israélienne. En revanche, en l'absence de débris, on ne peut pas conclure définitivement que c'est un tir de roquette raté de la part du djihad islamique ou d'un autre groupe terroriste à Gaza. Donc c'est un cas qui est particulièrement difficile. Pas de débris retrouvés et très peu de reporters occidentaux qui peuvent se rendre sur place. Dans la bande de Gaza, il n'y a pas de présence de journalistes occidentaux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de journalistes. Il y a des journalistes de télévision arabe, et notamment Al Jazeera, la télévision du Qatar, qui aurait pu se déplacer pour nous dire que ce n'était pas le Hamas, c'était pas le djihad islamique, mais c'était Israël, ou le contraire. Et là, en fait, il y a eu un mutisme de ces journalistes. Et là, on a compris qu'en fait, ils n'étaient pas libres de leur mouvement. En tout cas, ils n'étaient pas libres de dire une vérité qui n'aurait pas plu au Hamas ou au djihad islamique. Cette bataille des récits a des conséquences très concrètes. Car en pleine polémique autour de l'hôpital Al-Ali, un invité de marque pose le pied à l'aéroport de Tel Aviv. Joe Biden venait en tant que président américain, d'abord pour assurer Israël de son soutien inconditionnel, mais aussi pour rencontrer ses homologues, enfin notamment les dirigeants des pays arabes, y compris d'ailleurs le chef de l'autorité palestinienne. Les pays arabes décideront finalement de ne pas rencontrer Joe Biden, qui a soutenu la version israélienne sur l'explosion de l'hôpital. Je suis profondément attristé par l'explosion de l'hôpital à Gaza hier. Et d'après ce que j'ai vu, il semble qu'elle ait été menée par la partie adverse, pas Israël. Ici, la désinformation autour de cette explosion aura eu une conséquence réelle, retarder le travail diplomatique. Les bombardements de l'armée israélienne s'intensifient. Des quartiers entiers de Gaza sont rasés. L'objectif affiché est de se débarrasser des terroristes du Hamas. Mais les victimes civiles se multiplient. Des images d'enfants tués par des bombes israéliennes inondent à nouveau les réseaux. Israël tente alors de minimiser l'impact de ces bombardements. Reconnaissez-vous que vous avez tué des enfants à Gaza ? Non, je ne le reconnais pas. Vous ne savez pas comment sont morts ces gens, ces enfants. Les autorités israéliennes vont même plus loin, en accusant le camp adverse de mise en scène. Sur les réseaux, des influenceuses pro-Israël tournent en dérision les morts ennemis. Avec un mot-clé, Pallywood, la contraction de Palestine et Hollywood.
Le terme de Pallywood, il est assez ancien. Il a été fait par un professeur américain qui maintenant enseigne en Israël, et il vise effectivement à jeter le doute sur les crimes commis par Israël envers les Palestiniens, en expliquant que les Palestiniens mentent. Ce professeur, c'est Richard Land. En 2005, il utilisait le terme de Pallywood dans un documentaire. Bienvenue à Pallywood. Il y a des réalisateurs, des maquilleurs, des accessoiristes, des figurants qui jouent souvent des morts ou des blessés. Le 9 novembre dernier, c'est le porte-parole de Benjamin Netanyahou qui utilise l'expression dans un message supprimé depuis. Pallywood a encore été démasqué. Il joint à son poste une vidéo montrant une petite fille se faire maquiller sur un brancard. Sauf que ces images sont extraites du making-of d'un clip libanais. Elles n'ont rien à voir avec le conflit actuel. Un influenceur gazaoui va même devenir la cible de ces accusations de mise en scène. Saleh El-Jafaraoui, surnommé Mister Fafo, directement épinglé par le compte officiel d'Israël avec le hashtag Pallywood. Sur son compte Instagram, suivi par plus de 3 millions de personnes, supprimé depuis par la plateforme, l'homme se filme notamment au milieu des décombres des bombardements. Et cette omniprésence fait douter cet ancien conseiller du Premier ministre israélien. Hier, il était hospitalisé. Aujourd'hui, il marche comme si de rien n'était. Je ne regarde pas Netflix, car la propagande de Pallywood est la véritable comédie. Le problème, c'est que l'homme hospitalisé à droite n'est pas le blogueur Saleh El-Jafaraoui. Il y a eu une confusion entre lui et un homme blessé en Cisjordanie, qui n'a rien à voir avec lui, qui a été soigné dans un hôpital israélien en Cisjordanie, qui a été amputé de la jambe. Et beaucoup de personnes, sur la base d'une vague ressemblance entre les deux, en ont conclu que c'était la même personne. Et c'est deux personnes qui n'ont rien à voir. Et ça, on a pu aussi le documenter et le prouver. Parfois, l'État hébreu accuse même le camp adverse d'avoir recours à des mannequins. Exemple, avec cette déclaration de l'ambassade d'Israël en France. Le Hamas a accidentellement publié une vidéo d'une poupée, oui, une poupée, utilisée pour une mise en scène, visant à faire croire à la mort d'un bébé à la suite de frappes israéliennes. Nous nous sommes procuré d'autres photos de cette scène que nous avons décidé de flouter. Aucun doute, il s'agit d'un enfant mort et non d'une poupée. Entre le Hamas et Israël, chaque parole, chaque image est décortiquée par l'autre camp pour y chercher des incohérences. Dans le cadre de son opération terrestre dans la bande de Gaza débutée à la fin du mois d'octobre, Israël s'empare de l'hôpital Al-Shifa, le plus important de l'enclave palestinienne. Un établissement médical qui devient le centre d'une bataille de communication entre les deux camps. Le droit international, le droit de la guerre, interdit aux armées de s'en prendre aux hôpitaux. Ce doit rester des sanctuaires. Sauf si ces hôpitaux, ces centres de santé sont utilisés par les belligérants pour frapper la partie adverse. Donc, d'où la volonté, l'obsession d'Israël de montrer que si ils s'en prennent à l'hôpital Al-Shifa, c'est pas pour s'attaquer à des civils en défense, à des bébés dans des couveuses, c'est pour dire que c'est aussi, ce n'est pas qu'un hôpital, mais c'est aussi un centre névralgique militaire du Hamas. Selon Israël, sous cet hôpital se cache un dédale de tunnels et de pièces secrètes utilisées comme centre de commandement par le groupe terroriste. À partir de la mi-novembre, une fois sur place, Tsahal diffuse de nombreuses vidéos pour prouver ses accusations. Exemple ici, un drone filme l'entrée du tunnel devant l'hôpital, puis descend dans un conduit en béton, avant de montrer un tunnel. Une preuve immédiatement réfutée par le Hamas par le biais de son agence de presse. La vidéo est clairement montée. Elle commence par un puits d'eau entouré d'un terrain creusé, puis s'enchaîne avec une autre vidéo d'un tunnel inconnu. Israël publie alors d'autres images. Et maintenant, avez-vous assez de preuves ? Sur cette vidéo, un soldat israélien remonte un long couloir souterrain sous Al-Shifa. Ce tunnel, contrairement aux autres, est aménagé pour de longs séjours. Vous avez des toilettes, des pièces de vie. Donc évidemment que en montrant ces images, il faut là encore les prendre avec beaucoup de pincettes et douter, c'est la volonté de l'armée israélienne de dire que, regardez, ce n'est pas qu'un hôpital, c'est aussi un centre qui sert à attaquer Israël.
Pour prouver sa bonne foi, l'armée israélienne finit par emmener des journalistes dans ces tunnels. Guillaume de Dieuleveux, correspondant du Figaro, était l'un d'eux. J'étais un peu sceptique sur l'idée de dire que c'est un centre de commandement. En revanche, est-ce que ça a pu permettre à des combattants du Hamas de venir de la ville, d'aller se cacher sous l'hôpital? Est-ce que ça a permis d'accueillir des otages? Ça, je ne sais pas. C'est aussi... en tout cas, c'est un endroit où on pourrait enfermer des gens. Les tunnels sous l'hôpital Al-Shifa existent bien. Mais difficile de savoir s'ils sont reliés directement à l'établissement et s'il s'agissait véritablement d'un centre de commandement du Hamas. Énième épisode du flou qui, dans ce conflit, règne sur les faits. Chaque camp tentant de faire triompher son narratif pour convaincre l'opinion internationale. Dernier exemple, lors de la libération d'une partie des otages israéliens, où le Hamas se présente comme bienveillant à leur égard. Ils étaient très bien, très gentils avec moi. Dans les vidéos publiées par le groupe terroriste, les hommes et femmes libérés sont présentés comme souriants, presque reconnaissants de leurs ravisseurs. Des images de libération savamment orchestrées qui inondent les réseaux pour appuyer un récit ou une manipulation. Car sur ce conflit, plus que sur tout autre, chacun défend sa vérité, peu importe les faits.